Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un algorithme vraiment fascinant. Imaginez un système qui ne se contente pas d'apprendre, mais qui construit son propre cerveau en s'inspirant directement de l'évolution biologique. C'est exactement le principe de la neuroévolution de topologies augmentées, ou plus simplement, NEAT. Alors, voilà le programme. On va commencer par voir quel problème NEIT essaie de résoudre. Ensuite, on verra d'où vient cette idée. Puis on plongera au cœur du réacteur pour comprendre comment ça marche. On jettera même un œil à une version améliorée, on regardera des exemples concrets et on terminera en se demandant ce que l'avenir nous réserve. Allez, on attaque. Pour bien comprendre l'intérêt de NEAT, il faut d'abord saisir le problème auquel il s'attaque. Et c'est un vrai casse-tête en intelligence artificielle. Oui, cette fameuse question. Comment on choisit la bonne architecture pour un réseau de neurones? Est-ce qu'il faut un truc petit, rapide, ou au contraire une usine à gaz, immense et puissante? Combien de couches? Combien de neurones par couche? Choisir la topologie, c'est-à-dire la structure même du réseau, eh bien c'est souvent plus de l'artisanat, de l'intuition que de la pure science. Et ça prend un temps fou. Imaginez un peu le scénario. On passe des semaines à créer un réseau parfait pour un jeu à 2 joueurs. Il marche super bien. Et là, on veut le faire évoluer pour 3 ou même 4 joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut ajouter de nouvelles entrées. Et ça veut souvent dire qu'il faut repenser toute l'architecture. Tout le bel apprentissage qu'on avait accumulé, pouf, à la poubelle. On repart de zéro. C'est pas du tout efficace, c'est super rigide. Donc face à ce mur, cette rigidité des architectures, où est-ce qu'on peut bien trouver l'inspiration pour une solution, disons, plus flexible, plus organique? Et bien comme souvent en science, la réponse était juste sous nos yeux, dans la nature. Et c'est là qu'intervient NEAT. Alors oui, à la base, c'est un algorithme génétique, donc qui s'inspire de la sélection naturelle, mais là où c'est vraiment génial, c'est qu'il ne se limite pas à optimiser les connexions d'un réseau déjà fait. Non, il fait évoluer la structure elle-même. Il ajoute des neurones, il crée des connexions, génération après génération. Un peu comme un cerveau qui deviendrait de plus en plus complexe avec le temps. Bien sûr, NIAT n'est pas apparu comme par magie. Dans les années 90, il y avait déjà des tentatives de neuroévolution, mais elles se heurtaient toutes au même problème. Les architectures étaient fixes. Le vrai tournant, c'est en 2002, avec le papier de Stanley et Mikulainen. Leur idée, c'était de faire le contraire. Commencer avec des réseaux minuscules, hyper simples, et les laisser grandir de manière organisée. Et cette approche s'est révélée beaucoup plus puissante. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, rentrons dans le vif du sujet. Comment NEAT s'y prend, concrètement, pour faire grandir ces structures complexes sans que ça parte dans tous les sens? C'est là qu'on va découvrir les idées vraiment brillantes qui sont au cœur de l'algorithme. Et franchement, c'est assez élégant. Le principe de base est assez simple. On commence avec une population de réseaux tout petits, vraiment le minimum syndical. Ensuite, génération après génération, on introduit des mutations. Par exemple, hop, une nouvelle connexion apparaît entre 2 neurones. Ou alors, hop, un nouveau neurone vient s'insérer au milieu d'une connexion. Mais le vrai coup de génie, c'est l'étape suivante. Comment on protège ces nouvelles idées pour qu'elles aient une chance de se développer? Pour vraiment mesurer à quel point c'est une avancée, il faut juste comparer avec un algo génétique classique. D'habitude, on définit une architecture fixe et l'algo se contente de jouer avec les poids pour trouver les meilleurs. NEAT, lui, il s'en fiche de l'architecture de départ. Il découvre la structure optimale en même temps qu'il en ajuste les poids. C'est ça la grande différence. Et ça marche grâce à 2 innovations vraiment clés. La première, ce sont les marques historiques. En gros, chaque fois qu'un nouveau gène apparaît, que ce soit un neurone ou une connexion, il reçoit un numéro d'identification unique. Ça permet de tracer l'histoire de chaque gène, comme un arbre généalogique. Et grâce à ça, NEAT peut croiser 2 réseaux par an de manière intelligente, même s'ils n'ont pas du tout la même tête. La deuxième idée, c'est la spéciation. L'algorithme regroupe les réseaux qui se ressemblent en espèces. Pourquoi? Pour protéger les innovations. Une nouvelle structure, un peu fragile au début, ne va pas se retrouver en compétition directe avec les poids lourds déjà bien optimisés. On lui laisse le temps, au sein de son espace, de s'améliorer. Alors là, on a vu NEAT, et c'est déjà super puissant. Mais on peut aller encore plus loin. Que se passe-t-il quand le problème qu'on essaie de résoudre a une structure géométrique? Pensez à un échiquier, un champ de vision. Pour ça, il y a une extension qui s'appelle HyperNEAT. Et là, attention, ça devient vraiment vertigineux. L'idée d'HyperNEAT, c'est de ne plus faire évoluer le réseau final directement. À la place, on utilise NEAT pour faire évoluer un plan de construction. Ce plan, ça s'appelle un CPPN, pour Réseau Producteur de Motifs Compositionnels. L'analogie est simple. Au lieu de faire évoluer une maison brique par brique, on fait évoluer le plan de l'architecte. Ensuite, c'est le plan qui nous dit comment construire la maison. C'est ce qu'on appelle un encodage indirect. Regardez comment ça marche concrètement. Le grand réseau, celui qui va faire le travail, on l'appelle le substrat.
Pour savoir s'il doit y avoir une connexion entre deux neurones de ce substrat, on prend leurs coordonnées géométriques et on les donne en entrée au petit réseau, le CPPN. C'est le CPPN qui va alors calculer et nous dire « oui, il faut une connexion » et son poids sera de 0,7 ou « non, pas de connexion ici ». On fait ça pour toutes les paires de neurones possibles et petit à petit, le CPPN dessine le grand réseau. Et c'est là que c'est magique, parce que le CPPN, à l'intérieur, utilise des fonctions mathématiques simples, il peut générer des motifs très réguliers et géométriques dans le grand réseau. La symétrie, la répétition, tout ça devient naturel. C'est ça qui est dingue. Le système peut découvrir et exploiter la géométrie d'un problème, par exemple le fait qu'un échiquier est symétrique, sans que personne ne lui ait jamais dit. Il le déduit tout seul du plan qu'il a fait évoluer. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche en pratique? Allons voir comment NIT et HyperNIT s'en sortent sur le terrain. Alors, on a testé NIT et ses variantes sur tout un tas de problèmes classiques. Des trucs de logique comme le XOR, du contrôle de pendule inversé, des simulations de voitures. Mais un des domaines où ça a vraiment brillé, c'est dans la simulation de foot, avec la compétition RoboCup. Là, on a les résultats pour une tâche qui s'appelle Keep Away. C'est une sorte de taureau où des agents doivent garder le ballon le plus longtemps possible. Et regardez les chiffres, la méthode HyperNIT obtient le meilleur temps de possession moyen. Elle bat d'autres approches, y compris la version de base de NIT. C'est une preuve assez nette que l'approche fonctionne. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est ça. Les chercheurs ont entraîné leur agent sur une version simple du jeu, 3 attaquants contre 2 défenseurs. La ligne du haut montre que sa performance s'améliore. C'est normal. Mais regardez la ligne du bas. C'est sa performance sur une version plus dure, à 4 contre 3, sur laquelle il n'a jamais été entraîné. Et pourtant, sa performance augmente aussi. C'est du transfert de compétences zéro shot. Le plan qu'il a appris est tellement général qu'il s'adapte directement à une nouvelle situation. C'est très, très fort. Et ce transfert peut même marcher entre des jeux complètement différents. Dans cette expérience, un agent a d'abord été entraîné sur un jeu de joute de chevalier, en gros un jeu de prédateur-proie. Eh bien, juste ce pré-entraînement lui a donné un avantage de départ significatif quand on l'a mis sur la tâche de foot. En fait, il avait déjà appris le concept de base, comment se déplacer pour éviter un adversaire. Ok, il est temps de conclure. Récapitulons rapidement ce qu'il faut retenir et posons-nous la question de ce que l'avenir réserve à cette approche. Alors, les points clés. Premièrement, NIT fait évoluer en même temps les poids et la structure des réseaux. Il part de rien et complexifie au fur et à mesure. Deuxièmement, il arrive à faire ça proprement grâce à la spéciation. Et enfin, son extension, HyperNIT, utilise un plan géométrique, le CPPN, pour exploiter la structure d'un problème. Et c'est ça qui lui donne cette capacité de transfert de compétences assez bluffante. Évidemment, la méthode n'est pas parfaite. Un des gros défis, surtout avec HyperNIT, c'est que cet encodage indirect le rend assez incompatible avec les méthodes d'apprentissage classiques du deep learning, comme la rétropropagation du gradient. C'est un peu un monde à part, ce qui peut être une limite. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus philosophique. Si on commence à voir des algorithmes qui non seulement apprennent, mais qui en plus conçoivent leur propre cerveau pour le faire, quel devient le rôle du concepteur humain ? Est-ce qu'on passe d'un rôle d'ingénieur à un rôle de jardinier qui cultive des intelligences artificielles ? C'est une question assez vertigineuse pour finir.